beaucoup. Effectivement, il fallait trouver un titre pour cette petite conférence. Alors, la persistance de l'identité acadienne en Louisiane, en fait, c'est un questionnement que je me pose. Et la question qu'on peut se poser ensemble, c'est qu'est-ce que je fais là? Et pourquoi je suis là? Alors, je vais commencer un peu par le début et je vais vous expliquer un peu mes pensées sur cette notion identitaire qui m'est propre et que je partage aussi avec beaucoup de gens en Louisiane. Bon, vous savez, vous connaissez, et là, il faut que je fasse très attention parce qu'il y a une mauvaise basse qui me guette et puis si je dis si je donne une mauvaise date ou une chose de côté, je vais me faire corriger. Mais finalement, c'est une question assez personnelle, cette notion d'être acadien. Alors, on va commencer au début. Ceux et celles qui sont arrivés en Louisiane les premiers, enfin, il y en avait 12 en provenance de New York, mais le premier contingent important, c'était les 193 personnes qui ont accompagné Beausoleil-Goussard. Qui étaient ces gens-là? C'était des gens, évidemment, des exilés. Ils sont partis de Halifax en affrétant un bateau avec leurs propres moyens. Alors, ils ont passé, pour Beausoleil, c'était à partir de 1760, je crois qu'il a passé en détention. Mes propres ancêtres, de Pierre Richard, qui était le cousin de Beausoleil. Pierre Richard, il s'est fait attraper à Restigouche. Il habitait sur l'île de Prince-Édouard, l'île Saint-Jean, quand Boisvert est venu pour dire, allez, disons, the Red Boats are coming. Et puis, il était là à la bataille, il s'est fait emprisonner, puis traîné à Halifax. Pareil que mon ancêtre Boudreau, que lui est parti de Chepody, et je ne sais pas exactement comment, mais il marchait jusqu'à Restigouche, puis il s'est fait attraper aussi. Alors, on peut dire que ces 193 personnes, déjà, c'était les têtes dures, déjà, parce qu'ils auraient pu rester en Nova Scotia. Ils ont décidé de partir. Alors, ils arrivent en Louisiane et il fait chaud. Dans l'espace de 6 mois, le tiers de la colonie est mort de maladie tropicale. Mais ça perdure. Et il y a un choix qui est pour moi très déterminant dans la question de persistance d'identité, et c'était l'élevage. Beaucoup de ces gens-là étaient de Chibnecto, donc de Beaubassin, étaient des éleveurs, ils connaissaient ça. Donc, ils avaient la possibilité de faire l'élevage au compte d'un certain Dautrive. Après la paix de Paris, il y avait la Mobile. Le fort français, c'est la baie de Mobile, aujourd'hui en Alabama. Bon, beaucoup de ces gens-là, ces soldats, plutôt que de retourner en France, sont venus en Louisiane. Donc les familles, les fusiliers, les manuels, les Dautrive, etc., sont de provenance française. Beausoleil et 8 Acadiens signent un contrat d'élevage avec lui et ils s'en vont sur le poste des attaques à bord, sur ma prairie. Alors la question de l'élevage aura une grande importance dans la persistance de l'identité acadienne, d'après moi, parce qu'il y avait d'autres Acadiens qui ont fait un autre choix. Dans l'espace de, vous voyez le sud de la Louisiane, dans l'espace d'une génération, beaucoup, sinon la plupart des Acadiens étaient esclavagistes. Alors on a un peu de difficulté avec cette question, et puis on imagine très mal que les Acadiens déportés auraient eu des esclaves, mais oui, en fait, la plupart des gens avaient des esclaves. Pour la plupart, quand même, c'était des esclaves de maison. Une femme. Mais pour d'autres, ils se sont intégrés dans la classe des planteurs.
Et ça a eu une influence très importante sur la perte d'identité acadienne. Parce que les planteurs n'avaient pas la même relation avec l'entourage que les habitants, les petits habitants. Avec la possibilité d'agriculture commerciale, un planteur n'avait pas besoin de ses cousins. Les liens de la famille, de la grande famille, du clan, qui était, parce que Beausoleil-Bouchard, c'était un clan. Ils sont venus ici, puis ils sont venus en entraide, et puis dans l'espace de 2 ans, ses fils faisaient une livraison de 150 têtes de bêtes à cornes par mois à la Nouvelle-Orléans. Donc ils étaient sur la prairie des Atacama, qui est mon pays, et c'était des éleveurs. Par contre, le long des cours d'eau, le long du Mississippi et plus tard le Bayou Teche, on est devenu planteurs. Et la classe des planteurs, c'était une autre mentalité que les petits habitants. Les petits habitants vivaient entre eux, et puis surtout les éleveurs, ils n'avaient pas besoin d'aide en dehors de la famille. Un chevalier avec ses fils pouvait garder les troupeaux, et basta. Tandis que pour faire l'agriculture commerciale, ça prenait des esclaves. Et donc, cette société acadienne, qui était si bien tissée, alors là, il faudra que je fasse vraiment attention parce qu'il y a le professeur Ancelet qui arrive. Alors, je ne peux pas vous raconter des histoires maintenant, en tout cas. Dans cette société acadienne qui était si bien tissée, il y a eu un fossé. D'un côté, il y avait les petits habitants, qui étaient la majeure partie, qui continuaient à vivre de la même façon que leurs ancêtres, y compris en Acadie, et il y avait une petite minorité d'esclavagistes qui ont eu une influence très importante sur le déroulement de la société en Louisiane, mais qui se sentaient plutôt planteurs qu'acadiens. Cette image, c'est Jean-Jacques Alfred Mouton, le général confédéré. C'était le fils d'Alexandre Mouton. Alexandre Mouton était le 7e gouverneur de la Louisiane, 7e, je crois que c'est ça, le 7e gouverneur de la Louisiane, sénateur américain, éduqué à Georgetown. Son père, check ça, son père, Jean, est né à Grand Pré en 1754. Alors, par le même bateau que Beausoleil, ils arrivent en Louisiane, mais Salvador a eu la terre et Alexandre est devenu un homme très influent, non simplement gouverneur de la Louisiane, mais aussi le président de la Convention de sécession qui a rompu les relations entre les États-Unis et la Louisiane. Et cet homme, qui était de première génération acadien en Louisiane, était le propriétaire de 150 personnes, 150 esclaves. Alors, il se considérait et il se traitait de créole. Déjà, au milieu du 19e siècle, acadien, cajun était quelque chose de dérisoire. L'élite de la société acadienne était éduquée en anglais. Donc le leadership de la communauté, devenu esclavagiste, était les premiers à se faire assimiler et avoir une relation de proche avec leurs confrères de langue anglaise. Pendant ce temps-là, il y a eu les petits habitants qui ont continué à pratiquer un style de vie qui était peu changé que ce qu'ils ont pratiqué leurs ancêtres, même en Acadie. Alors là,
on a une élite riche et éduquée qui ne se considère plus acadien. Et on a une grande majorité de gens d'héritage acadien en Louisiane, des petits habitants, qui eux, pas d'esclaves, pas riches, et ils n'avaient rien à foutre de la guerre de sécession, qui était quand même un élément majeur. La Louisiane était envahie. Pendant 4 ans, il y avait une armée fédérale qui se promenait. Tous les cours d'eau étaient bouchés. Les champs étaient abandonnés pendant plusieurs années, donc il fallait défricher. Donc ça a ancré le pays dans une pauvreté qui a perduré jusqu'aux Deuxième Guerre mondiale, en fait. Et cet isolement géographique, social, économique était la raison pour laquelle cette identité a perduré. Les riches, les Acadiens riches, se considéraient autre chose. Ils n'étaient plus Acadiens, tandis que les petits habitants continuaient à vivre et à penser et à fêter de la même façon. Alors cette notion de fête, cette notion d'entraide, les ramasseries, toutes les institutions de la société du sud-ouest de la Louisiane étaient tissées entre familles, entre cousins, et cette entraide acadienne était quelque chose de fondamental pour la persistance de l'identité acadienne pendant le 19e et au début du 20e siècle. Alors, pendant de 1860 à 1940, on est ancré dans une pauvreté qui était un des facteurs qui a permis à l'identité de perdurer. Parce qu'autour, il y avait cette assimilation américaine qui avait déjà commencé avec la vente de Napoléon puis l'arrivée de Claiborne en Louisiane en 1804. Les Cadiens continuaient à pratiquer un style de vie très simple, très attaché à la terre, et bien évidemment à parler la langue française. Mais ça n'a pas pu durer plus longtemps que le début du XXe siècle, quand il y a eu une influence très importante de la société américaine avec l'éducation publique. Le chemin de fer a passé à travers la prairie des Attakapas en 1880, ça a commencé, et ça a brisé en quelque sorte l'isolement de la société. Et c'est là qu'on a commencé la culture de riz, qui était l'agriculture principale de la prairie. Après l'élevage, c'était le riz, maintenant c'est les écrevisses, mais on habite dans un prairie plat. Mais le chemin de fer a apporté aussi des influences de l'extérieur, mais ce n'était pas une invasion, c'était comme des gouttes de temps à autre. Et puis la chose la plus intéressante, c'est l'accordéon diatonique qui était apporté par des marchands juifs sur la prairie des Attakapas à la fin du 19e siècle, qui était adopté par les gens de la culture dite cadienne, et dans cette espèce de bouillon de culture a surgi quelque chose qu'on appelle aujourd'hui la Cajun music. Mais la plupart des Acadiens, des Cadiens, ont resté isolés de la culture américaine jusqu'à ce qu'on va à l'école. En 1916, la Louisiane a promulgué une loi qui a obligé les parents de tout enfant d'envoyer leurs enfants à l'école. Ça ne disait pas qu'ils devaient parler anglais quoi que ce soit, mais comme l'école était une institution anglophone, évidemment, l'assimilation est partie de bon train. Alors, ça, c'est une histoire qui a été commune sur la prairie, et je pense que c'est
le père de Barry Onsley et mon père sont allés à l'école pour la première fois, et puis la maîtresse d'école, pour bien les instruire, voulait les faire compter. Donc, vous avez probablement entendu ce qui s'est passé. Donc, elle dit everybody has to say one. Alors, tout le monde a dit OK. C'est one. Alors, il continue. OK, maintenant, on va dire le numéro 2. Everybody say two. Alors, mon père a tourné à son camarade et il a dit well, si ça c'est tout, j'en ai déjà eu assez. Je ne peux pas m'imaginer comment mes grands-parents ont vécu l'éducation de leurs enfants. J'étais trop jeune pour m'intéresser au sujet quand je les ai perdus. J'imagine qu'ils étaient fiers parce que leurs enfants sont allés à l'école, parce que pour un illettré, de pouvoir lire et écrire, c'est de la magie. Il y a Florent Rollon qui me disait, c'est les Indiens sur la Côte-Nord, quand ils ont vu la lettre qui parle, ils ont compris que l'homme blanc était puissant. Donc j'imagine que quand on ne peut pas lire ni écrire, de voir cette chose-là, et ça rejoint la magie, en quelque sorte, enfin le pouvoir. Donc mes grands-parents étaient certainement très fiers de voir leurs enfants aller à l'école et apprendre à lire et écrire. Le fait que ça a été en anglais, dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, a certainement posé un problème, mais comment ils ont vécu ça, comment ils ont senti quand leurs enfants sont retournés de l'école pour leur parler dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Je ne peux pas imaginer, mais c'était vraiment le début d'une transition identitaire dans cette communauté. Parce que mes parents, la génération de mes parents, c'était la première génération qui a été vraiment américanisée. Et cette américanisation s'est produite de beaucoup de façons. Alors j'adore cette photo-là, c'est le bateau d'école. Les enfants vont, comme ils sont bien habillés, ils vont à l'école, le bateau d'école, j'adore cette photo-là. Mais cette génération, qui est la génération de nos parents, sont aussi la génération qui a été vraiment intégrée dans la société américaine de la façon la plus importante, la plus évidente, et ça grâce à l'armée américaine et la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre, on peut dire que tous les jeunes Cajuns entre 18 et 35 ans sont partis à l'armée, qui était une force d'assimilation très, très importante. Alors, pour la première fois, il y a une espèce d'ambiguïté identitaire qui s'installe. Pour mon grand-père, un Américain, c'était quelqu'un qui venait de l'extérieur, qui parlait anglais et dont il fallait se méfier. Mais pour mon père, un Américain, c'était lui. Il était Cajun et fier de l'être, il parlait français, mais il était aussi américain et fier de l'être, et puis il parlait anglais. Et je pense qu'il vivait assez bien avec cette ambiguïté, cette schizophrénie linguistique et culturelle. Alors, pour la première fois depuis l'arrivée des Acadiens en Louisiane, il y a quand même un watershed event qui est la Deuxième Guerre mondiale, parce que quand les jeunes soldats reviennent de la guerre et commencent à avoir des enfants, ils ne parlent plus à ces enfants en français, qui est leur langue maternelle, mais ils leur parlent en anglais. Alors, pourquoi moi et mon voisin, nous parlons le français? Parce qu'on était un peu têtus et intéressés par sa montre, quoi. J'ai trouvé ça vraiment fascinant, cette culture. Ma grand-mère dansait les quatre coins du mouchoir. Donc on prenait un mouchoir de poche, puis on mettait ça par terre, et puis elle dansait un jig sans toucher le plancher.
Elle m'a appris à faire, mais malheureusement, j'ai laissé mon mouchoir à la maison, ça fait que... Mais dans cette maison, la maison d'André Boudreau, il y avait une telle exubérance, j'étais vraiment attiré par ça, et puis ça aurait pu être le chinois, ça se pouvait être le français. Mais je cherche à recréer, je pense, cette ambiance d'amour que j'ai trouvée chez mes grands-parents. C'est pour ça que je pense que moi, je suis si attaché aux Français, c'est parce que j'essaie toujours à recréer cette ambiance d'amour. Il y avait aussi le pétrole. Bon, le pétrole a été découvert en Louisiane en 1901. Donc le premier puits de forage était à Jennings, et ça change beaucoup l'économie du pays, parce que un habitant agriculteur pouvait faire plus dans un mois dans le champ de pétrole qu'il pouvait faire dans une année en travaillant dans le champ de coton. Alors c'était vraiment une force puissante. Et cette américanisation, moi je suis né en 1950, et pour moi c'est comme l'apex du triangle, parce que selon le recensement américain, en 1900, 85% de la population du sud-ouest de la Louisiane était monolingue francophone, la jeune nation de mes grands-parents. On le sait à cause des recensements américains, parce qu'ils disaient que c'était des gens qui parlaient des langues étrangères. Alors, aujourd'hui, c'est difficile à dire. On est quelques milliers qui parlent français, et le rapport entre la langue et la culture canadienne est quelque chose que je comprends pas suffisamment bien pour vous en parler, mais cette américanisation a continué dans tous les domaines. Donc, avec l'arrivée du pétrole, avec l'arrivée de la société américaine pleinement après la Deuxième Guerre, on a commencé à faire une musique qui était américanisée. Donc on a abandonné l'accordéon, on a commencé à faire une musique qui était vraiment très dérivée de la musique country western. Mais nous, on habite sur la prairie des Atacama, puis la nappe phréatique, qui est une rivière souterraine, est à moins d'un mètre du sol. Et pour moi, c'est un peu le symbole de la culture canadienne en Louisiane. C'est une rivière souterraine qu'on ne voit pas, mais qui coule toujours. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi moi, je parle français, pourquoi moi je chante en français, pourquoi je suis rendu à l'université de Moncton à Edmundston aujourd'hui pour vous en parler. Alors, moi-même, je ne comprends pas très bien cette histoire-là, mais j'espère que vous pouvez m'éclaircir après la conférence si vous avez la réponse à la question. En tout cas, 1964, Dewey Balfa va au Newport Folk Festival et les gens de Louisiane se moquaient de lui parce que nous on disait c'est que du tchank. Bon, on va rire de lui. Et c'était un triomphe, et c'était vraiment le début de toute une mouvance de folk music aux États-Unis. Et d'où il est retourné en Louisiane pour confronter ceux qui l'ont méprisé en disant « Je voudrais emmener en Louisiane l'écho des applaudissements. » Parce que pour la première fois dans notre histoire, la culture canadienne avait soudainement une valeur en dehors du pays, en dehors de chez nous. Il y avait une reconnaissance très importante de l'extérieur. Et ça s'est passé dans le domaine de la musique. En même temps, ça c'est à l'île Fourchue, ça c'est des Intercoastal Bridge. Alors j'adore cette photo-là parce que ça c'est assez récent, vous pouvez voir avec les modèles des voitures. Donc, il y a des aspects de la culture qui continuent, bien évidemment, mais ce sont surtout les gens qui sont toujours dans les métiers les plus traditionnels. Les pêcheurs, les éleveurs, les agriculteurs. En même temps, il y a cette riche culture de danse qui est en quelque sorte notre sauvegarde, parce que c'est quelque chose que même les Américains, ils aiment ça. Alors, on continue à
se manifester à travers la musique, à travers notre culture. La langue, c'est une autre histoire, c'est un peu plus compliqué et puis un peu plus difficile. Mais il y a aussi cette américanisation. Ça, c'est Rod Bernard and the Twisters. Alors, ça, c'est le début du swamp pop. Il s'appelait Rod Bernard, donc il était d'héritage acadien. Mais il a fait une musique très américanisée, mais très typique de la Louisiane. Ça s'appelait le swamp pop. Et il avait un big hit. Il est apparu sur Dick Clark's American Bandstand. Il y avait un gros hit avec Allons danser Colinda. Donc, il y avait, au même temps, c'était comme on courait sur deux voies parallèles. Il y avait cette américanisation, mais il y avait aussi quelque chose en nous. Alors, moi, j'ai découvert la musique sur le tard. J'étais américanisé, j'ai été éduqué en anglais, mais il y avait toujours cette espèce de ghetto de mes grands-parents parce que dans ma famille, on avait l'habitude, quand il y avait un vieux qui ne parlait pas l'anglais, et c'est-à-dire tous les vieux, par respect, on parlait français. Donc, dans ma famille, j'ai toujours entendu et j'ai toujours m'efforcé pour parler, on m'a encouragé. Il y avait toujours cette chose-là, mais j'étais quand même américanisé. The Beatles and the Rolling Stones étaient mes groupes favoris. Alors, pourquoi soudainement, j'ai dans ma tête l'idée de prendre l'accordéon et commencer à chanter en français? Alors, ça m'intrigue, parce que ça m'indique qu'il y a quelque chose dans cette culture qui refuse de mourir. Parce que normalement, j'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû déménager à Nashville pour devenir un chanteur country. C'était plus évident. Mais pourquoi j'ai choisi cette voie? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. Ça fait que, d'après moi, malgré tous les coups d'assimilation que nous avons subis de la part des Américains, on était toujours quelque part dans notre fort intérieur cadien. Donc cette identité qui était emmenée par Beau Soleil, qui était préservée par l'élevage comparé à l'agriculture commerciale, qui a passé à travers l'épreuve de l'assimilation forcée de l'éducation publique en Louisiane et de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait quelque part dans mon fort intérieur des braises qui brûlaient toujours. Je ne peux pas l'expliquer. J'avais fait un documentaire à un moment donné, Against the Tide, qui était soutenu par l'État de la Louisiane à l'époque, et on avait énormément de difficultés. Bon, c'est comme toujours. J'avais découvert, grâce à René Légère, qu'il y avait un film stock qui était fait par l'American Park Service. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai trouvé, mais quelqu'un m'avait dit qu'un documentaire, ça coûtait comme 1000$ la minute. Alors, j'avais compris mal, parce que c'est pour l'acquisition du stock existant, mais pour produire un documentaire, ça nous a coûté bien plus que 1000$ la minute. Donc, tout ça pour dire que quand ça venait difficile, j'avais un mantra qui tournait dans ma tête, et je me répétais toujours Chignecto. Et cette histoire de la déportation et de l'exil et cette triomphe d'espoir qui est la survie de la communauté acadienne aujourd'hui, quelque part ça résonnait en moi. Moi je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai entendu l'appel et j'étais transporté. Et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Je ne le comprends pas, mais ça m'enrichit. C'est la richesse, une des grandes richesses de ma vie. Alors aujourd'hui, je vais parler de la prochaine génération. Ça, c'est l'Acadiana. Donc les 22 paroisses sont officiellement reconnues comme la Louisiane acadienne. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de jeunes. Donc, ma génération, alors là, ça devient complexe parce que la question de rapport entre la langue et l'identité
est fondamentale, d'après moi. Un Cajun, ce n'est pas la même chose qu'un Cajun. Mais il y a une nouvelle génération de jeunes Cajuns en Louisiane qui revendiquent une identité et c'est basé sur autre chose que la langue. C'est basé sur une vision du monde, c'est basé sur des métiers, c'est basé sur des plaisirs de la vie, de la bouffe, de la musique, c'est basé sur toute une autre infrastructure que la langue. La langue en fait partie, mais ce n'est pas la chose principale. Ce qui me demande la possibilité de la persistance de l'identité acadienne si ça se passe en anglais. Alors, les jeunes me confirment que oui. Alors, est-ce qu'on doit emprisonner l'identité acadienne dans un ghetto linguistique? Bon, ghetto, c'est pas le mot, mais dans un camisole, ou est-ce qu'on doit admettre? Moi, je suis vraiment très militant pour la langue. Je pense que si on perd la langue, on perd un aspect fondamental. Mais je ne suis pas prêt à condamner ceux et celles qui revendiquent cette identité sans pouvoir parler la langue française. Alors, c'est une situation assez complexe. Aujourd'hui, en Louisiane, on a une vraie raison d'espérer par rapport à la survie de la langue française. Mais quel est le rapport entre cette langue et la culture acadienne en Louisiane? Ce n'est pas évident parce que c'est l'immersion française qui est le sauvegarde de la langue française et de la culture francophone. Mais les enseignants nous viennent de la France, du Québec, de l'Acadie, de l'Afrique, et ils ne roulent pas leurs airs. C'est vrai. Alors, c'est apparemment pas si important, mais oui, c'est-à-dire qu'on parle un français aujourd'hui, maintenant en Louisiane, qui est internationalisé. C'est où l'identité acadienne là-dedans? Je pense que c'est aux jeunes qu'on doit poser la question, mais je crois qu'on est en train d'évoluer une nouvelle identité parmi la jeunesse en Louisiane, qui est une identité francophone. Alors, je suis en train actuellement de faire un album de chansons qui a été composé avec les enfants en immersion française en Louisiane. Et on aura le plaisir, j'espère, de pouvoir le lancer ce printemps prochain. Mais regardez les visages. Et je suis très très fier de cette image parce qu'il y a autant de jeunes filles que de jeunes garçons, il y en a plus. Et il y a autant de noirs que de blancs. Donc, un des grands défis de la culture francophone en Louisiane, pour moi, c'est de pouvoir interpeller la communauté créole noire d'une façon qui va nous permettre de lutter ensemble pour la survie de notre culture commune. Mais dans un pays raciste comme la Louisiane, avec un héritage d'esclavagisme aussi lourd qui nous pèse sur le dos, ce n'est pas évident, mais dans cette espèce de nouvelle francophonie qui est représentée par ces visages que vous voyez devant vous, il y a pour moi beaucoup d'espoir. Alors, où est l'identité acadienne dans cette question-là? Je pense que c'est une racine acadienne, mais je ne pense pas qu'on peut se permettre d'exclure. Il faut vraiment que ça soit inclusif en Louisiane francophone, et pour le faire, il faut qu'on accepte l'évolution de notre culture et éventuellement la diminution, sinon la perte de cette identité acadienne. Mais en même temps, il y a des jeunes aujourd'hui de la Louisiane qui sont ici pendant le congrès, et je sais que ce congrès va résonner dans leur cœur comme le premier congrès à Shediac a résonné dans le mien, et qu'on va pouvoir continuer, mais c'est quelque chose qui est, comme on dit en anglais, a work in progress. Je ne sais pas où ça va nous emmener et quelle sera la relation entre la nouvelle génération de francophones en Louisiane et la culture acadienne. Il y en a certainement beaucoup, même peut-être la plupart, qui vont se considérer acadiens, mais en même temps, c'est quand même, on est obligé d'être très ouvert
très ouvert sur la culture des autres. Donc, je crois que on ne peut pas continuer, on ne peut pas espérer de maintenir une espèce de pureté d'héritage. On est obligé en Louisiane de s'ouvrir, mais je suis très heureux d'aller à Moncton ces temps-ci parce que pour la première fois depuis que je vais, je vois des visages noirs aussi. Alors, moi, je me sens à l'aise, plus à l'aise dans cette communauté-là. Donc, je me dis que l'Acadie aussi est obligée de s'ouvrir. Et pour pouvoir continuer, on est obligé de s'adapter. Alors, cette adaptation prend des tournures imprévisibles et parfois fort dérangeantes pour certains. Mais je pense qu'on est obligé de faire confiance à l'avenir. Parce que c'est évident que dans cette expérience-là, enfin, je parle pour moi, dans cette expérience-là, qui a commencé avec la déportation, qui a été suivie par un exil et puis une installation en Louisiane, puis 200 ans de vie assez difficile, malgré tout ça, malgré l'assimilation, je suis là devant vous en train de parler français et de dire que je suis fier d'être acadien. Alors, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que c'est une question de cœur plutôt que d'autre chose, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de confiance dans l'avenir, parce que c'est le cœur qui mène. Donc, je crois vraiment que l'identité acadienne va se transformer en Louisiane, va devenir autre chose, mais va pouvoir exister, continuer, s'épanouir, fleurir et se manifester encore pour des générations à venir. Alors, voilà. Commercial, ça aussi c'est intéressant parce que et je dois remercier Maurice Basse parce qu'il était instrumental. Il y a peut-être 10 ans, je suis venu en Acadie et j'ai vu le magnifique livre qui est l'histoire des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick, publié aux éditions de la Grande Marée. Et j'ai dit, il faut absolument qu'on fasse ça pour la Louisiane. Alors, grâce à Maurice, à Mireille Cyr, Bernard Thériault et Jacques Ouellette, on a obtenu le dossier source du livre qui était créé, on a adapté à notre réalité, et donc ça existe encore. Et je dirais que c'est vraiment la preuve la plus éloquente de l'entraide acadienne aujourd'hui, parce que on nous a prêté la main. Ce projet-là aurait été impossible sans l'entraide, sans l'aide, sans la main qui nous a été offerte par les Acadiens, la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Alors, c'est encore une preuve vraiment très éloquente. On a des copies pour vous, si ça vous intéresse. C'est un outil pédagogique, c'était écrit à un niveau d'étudiants de 10 à 12 ans, avec des exercices pédagogiques sur quasiment toutes les pages. Mais pour moi, c'est très important de souligner le fait que c'est un projet pan-acadien. Alors, sans la participation du Nouveau-Brunswick et de nos amis au Nouveau-Brunswick, comme Maurice Basse, et puis je remercie pour alors, ça, c'est un aspect de notre histoire qui est fort intéressant parce que grâce au Congrès, grâce aux relations entre la Louisiane et le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse et le Prince-Édouard, nous avons aujourd'hui une notion de l'Acadie qui est internationale, mondiale, et je suis vraiment très fier d'en faire partie. Et comme Barry dit, la déportation a été conçue pour détruire l'Acadie, mais aujourd'hui, plutôt que d'avoir aucune Acadie, on en a plein. Alors, je vous souhaite tous un bon congrès. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions.
pas si tu veux dire quelques mots sur le Grand Réveil acadien 2015 en Louisiane. Je ne sais pas si tu veux mentionner des Moi, je pense que tout événement qui est associé à promouvoir la culture acadienne est important. Alors, c'est un des éléments fondamentaux de notre société de pouvoir revendiquer. C'est pour ça que le Festival acadien créole, le Festival de musique est si important. Donc, moi, je ne suis pas impliqué dans l'organisation, mais je soutiens le projet et je trouve que c'est très, très important. On est à la veille de plusieurs grandes découvertes en fouille auprès d'Oroville pour essayer de trouver, c'est une recherche archéologique assez sérieuse pour trouver la fosse de Beau-Soleil-Boussard. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc le réveil 2015, pour moi, c'est notre maillon dans la chaîne qu'on crée pour promouvoir. Donc oui, à mon avis, c'est très important. Giovanni? Salut Rémi. Juste deux anecdotes. Tout ce qui est des Africains qui vivent actuellement en Acadie, on a convenu d'un nom pour eux, on les appelle les Africadiens. Les Africadiens, tu pourrais peut-être vous faire Afro-Cadiens. Et ça, je trouve ça très joli comme nom. Il y a aussi Philomène congolaise qui avait conclu le congrès de la Convention 2004 à Dieppe. Elle dit, moi je suis noir et mes enfants seront des blancs. Alors c'était très joli. Et cette semaine, il y a eu dans les réunions de famille pour la première fois, la famille néo-acadienne. Et c'était chouette d'entendre un Algérien devenu acadien dire « Je me sens plus acadien que canadien ». Alors c'est juste pour te dire, il y a de l'espoir. Absolument, merci de nous partager ça. J'étais à Fort Kent hier aux archives et j'étais interpellé par un jeune haïtien qui voulait savoir, moi je ne suis pas très averti sur la question, mais je sais qu'il y a eu après la déportation des Acadiens qui sont partis de New York, je crois, qui sont allés sur Môle Saint-Nicolas pour construire la base navale, ce qui fait que Michael Jean revendique une identité acadienne car sa grand-mère était de blanc. Non mais c'est vrai. Alors c'est comme c'est sournois cette histoire d'acadienne. Ça passe parfois dans la nuit, mais ça passe pareil. C'est très intéressant. La ministre de la Culture à Haïti 2 ans passés, c'était Madame Cobo. Ah. D'autres questions? Bon, on va se tirer au bar maintenant, puis on va